Bonjour à tous. Donc, toujours intéressante cette communauté télésanté. Aujourd'hui, nous parlerons du télésoin avec quatre intervenants qui vont nous proposer d'utiliser des liens spécifiques pour favoriser des parcours, pour prendre en charge des patients à distance. Alors, tout n'est pas vraiment du télésoin complètement dans l'esprit de la lettre, mais on va commencer tout de suite par une première intervenante qui s'appelle Audrey Collin, je crois, autant que je me souvienne. Et donc, on va lui donner la parole sur cette expérience qui est, et je crois que vous êtes ergothérapeute et vous travaillez à Propara. Nous vous écoutons. Tout à fait. Alors, voilà, donc je suis Audrey Collin, je suis ergothérapeute, je suis en libéral maintenant. J'ai un parcours, une expérience en masse depuis plus de 10 ans. Et à la suite, donc je ne sais pas si on arrive à mettre le PowerPoint au fur et à mesure, éventuellement. Alors, hop. Tac. C'est Pauline qui a la main, a priori. Oui. Ah, super. Donc voilà, donc moi j'ai une expérience en masse depuis plus de 10 ans et ma grosse difficulté que j'ai pu rencontrer, c'est surtout le suivi pour mes patients polyhandicapés, autistes, trisomiques, qui avaient besoin de suivi orthopédique et de prévention surtout pour pas en arriver parfois à des appareillages qui étaient très imposants et très difficiles à mettre en place. Donc, à la suite d'un travail sur plusieurs années où le docteur Gélis de Propara venait sur la masse avec son équipe pluridisciplinaire, on a fait le choix de pouvoir répondre à un appel à projet qui a été donc une très belle expérience pour moi et du coup un point de départ au télésoin. Donc, on a mis en place ce système qui était mis en place tous les 2 mois à peu près, et cela permettait de présenter des usagers qui n'avaient pas forcément la possibilité soit de se déplacer de par des contraintes comportementales parfois, et d'autres où il fallait répondre plus rapidement et être plus réactif. Donc, ce travail a mis en avant à la fois un travail d'équipe, parce que pour les équipes, moi, c'était essentiel que les équipes éducatives et paramédicales puissent être partie prenante de cet accompagnement. Donc, on a mis en place un dossier que j'ai créé avec un questionnaire qui permettait vraiment de relater tous les éléments que l'équipe pluridisciplinaire et le docteur Gélis avaient besoin pour qu'ensuite on puisse prendre et avancer à prendre des décisions. Ce télésoin, il a été encore plus loin parce que je faisais venir aussi les prothésistes sur la masse pour dire de mettre en avant les points positifs, les points négatifs qu'on avait pu tester en amont, et avoir des réponses plus rapides de l'équipe pluridisciplinaire et des préconisations médicales directement transmises par le docteur Gélis. Donc voilà, cette médiation pour moi, ça a été une nette avancée en termes pour répondre aux besoins suite aux distances, aux distances géographiques. Alors là, j'ai perdu le PowerPoint. Voilà. Ça m'a permis d'optimiser aussi la réponse aux différents besoins des patients, d'être plus réactive en fait sur les temps d'essai, les temps de réactivité avec les différents fournisseurs, de coordonner les soins d'une manière différente, en fait, de pas être l'ergothérapeute dans son coin avec l'équipe pluridisciplinaire, mais la difficulté quand même sur des maisons d'accueil spécialisées ou des foyers d'accueil spécialisés, c'est de pouvoir allier le médico au social. C'est vraiment ça, et c'est pas toujours évident pour autant avoir une partie prenante au niveau de l'éducatif pour optimiser la mise en place de l'appareillage dans le quotidien. Donc ça, vraiment, ce travail de coordination, il a été très bénéfique pour moi.
Ça met en avant aussi l'investissement des patients de manière générale, là, sur ma pratique actuellement, donc depuis 3 ans, je suis en libéral. J'ai poursuivi le télésoin en intervenant sur la masse à distance pour faire du lien avec l'ergo qui était en poste et que ce télésoin ait toujours un sens et des bases bien fonctionnelles pour répondre aux besoins du médecin et de son équipe. Mais en parallèle, du coup, moi, j'ai mis en place aussi des suivis avec mon cabinet où je réponds à des suivis pour des adultes, par exemple, ayant un TDAH, ayant un autisme ou les Mhm. On a quelques soucis. Ah, je suis désolée, ça a coupé. Je ne sais pas pourquoi. Le réseau n'est pas Ouais. stable chez moi. Je suis désolée. Non, mais Donc, je disais que l'investissement pour moi des patients, dans le télésoin, c'est essentiel finalement parce que pour les usagers que je suis là en libéral, sont des adultes présentant un TDAH ou un TSA. Et ces usagers, je leur demande aussi quelque part, même dans le télésoin, d'être acteurs de leur prise en charge. Et parfois, la première étape de venir au cabinet, c'est déjà compliqué. De les rencontrer à domicile, c'est déjà compliqué. Donc parfois, le télésoin a ce facteur qui est très positif, c'est de déjà établir un contact et cette relation thérapeutique, elle est possible grâce au télésoin et ça me permet après d'aller beaucoup plus loin dans mes interventions. J'interviens aussi en télésoin sur des établissements comme des foyers d'hébergement qui sont très loin. Moi, je suis sur Montpellier et là, je fais du télésoin avec des établissements qui sont sur Saint-Gervais-sur-Marne. Donc, c'est vrai que j'y vais une fois tous les 2, voire 3 mois. Mais j'ai en l'occurrence un usager où on a sollicité l'équipe éducative pour essayer de mettre en place le télésoin et de pouvoir lui proposer des séances d'ergothérapie à distance. Donc là, ça a été aussi tout un travail avec l'éducatif pour optimiser la participation de l'usager parce que pour le coup, là, l'usager a une déficience intellectuelle. Donc, il y avait tout cet apprentissage aussi et cette familiarisation avec l'outil informatique pour mettre en place cette démarche d'accompagnement. Ça me permet de faire une régularité au niveau des soins et des suivis qui est essentiel pour moi. Tout à l'heure, je parlais de l'adulte avec un trouble de l'attention. Je sais que si je prévois pas entre mes interventions des rendez-vous en télésoins, j'arrive pas à valider et à avancer sur les objectifs qu'on s'est fixés ensemble. Et c'est également un gain de temps en fait dans mes déplacements parce que c'est vrai que j'ai certes un cabinet, mais j'interviens sur tout le département et parfois les distances sont très longues, donc les délais sont aussi pour moi très longs, avec parfois des listes d'attente que je me vois pas refuser des patients sous prétexte que je n'ai pas le temps ou que c'est trop loin. Donc, c'est pour moi, dans un premier temps, une possibilité de répondre à leurs demandes et ensuite de trouver des pistes pour les orienter vers des collègues qui seraient plus près.
D'accord. Voilà. En tout cas, c'est mon expérience actuellement. Je ne sais pas si on peut passer sur la diapo d'après. Mes suivis, donc, ils sont à la fois au niveau rééducation, de manière générale, mais aussi l'accompagnement au niveau de la gestion des activités de la vie quotidienne. Donc, on parlait tout à l'heure du TDAH, du TSA. Enfin, c'est assez varié finalement. Des gens en ergothérapie, on identifie, j'essaye vraiment d'identifier des objectifs qui sont très concrets. Donc, parfois, la planification de ces tâches demande du séquençage, une organisation que dans ces types de pathologies, c'est très compliqué à mettre en place spontanément ou avec la distance quand on ne peut pas intervenir au domicile. Donc, c'est vraiment un plus pour moi. Et du coup, les suivis orthopédiques, effectivement, là, en l'occurrence, dans la maison d'accueil spécialisée, c'était vraiment le côté positif pour moi d'avancer plus efficacement et d'être dans un rôle de prévention et pas d'attendre que les déformations de manière générale de mes patients s'aggravent. La perspective que je me suis fixée là, c'est vraiment de pouvoir essayer d'introduire dans le télésoin des suivis de jeunes collégiens. J'ai un suivi pédiatrique qui est pas que je restreins volontairement, mais où dans cette dynamique d'être acteur de son accompagnement, de sa démarche thérapeutique, pour moi. On vous a perdu. Bon. On a perdu Audrey. Je suis désolée, ça n'arrête pas de couper. Oui. On va peut-être donner voilà, la... bon, c'était juste Ouais. les dernières perspectives que je souhaite mettre en place en tout cas. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y a 26 participants, donc peut-être des questions pour Audrey. Comment vous facturez vos télésoins? J'ai créé un tarif à la séance, donc la plupart du temps, je fais des séances qui sont plus courtes. Bon. Malheureusement, j'ai peur qu'on n'en sache pas plus. Alors, peut-être on va donner la... Si on arrive à reconnecter Audrey ou si elle se reconnecte ultérieurement, on va peut-être passer à la deuxième présentation. Est-ce que Nancy est prête, psychothérapeute? Votre micro, Nancy. Ok. Donc bonjour, merci de partager, de me laisser partager sur le télésoin. Donc moi je suis psychothérapeute, je suis issue d'un cursus en thérapie comportementale et cognitive, diplômée de la FTCC Paris. J'ai un master de gestion du stress et des émotions du CHU de Lille avec le docteur Servant. Voilà, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des douleurs chroniques, des addictions et des traumas. J'ai exercé pendant 14 ans au CH de l'ODEV, qui est un SSR polyvalent dans le service alcoolologie, post-cure alcoolologie. Voilà, en parallèle avec un cabinet de ville. J'ai aussi fait la mission unité mobile obésité pour l'ARS.
Voilà, mener des actions pour le rectorat de Guadeloupe sur la préparation du CAPES pour les professeurs et donc tout le travail autour de la gestion du stress et des émotions. Actuellement, je co-dirige un programme national pour les personnels de gendarmerie qui sont en congé maladie et longue maladie. Voilà, et je développe un programme pilote militaire pour l'institution de sécurité sociale de santé des armées. Voilà, et ça en collaboration avec la maison sport santé de la ville de Lodève pour le Lodévois-Larzac. Donc mon périmètre d'intervention, il est national et outre-mer. Voilà, je m'oriente beaucoup sur l'éducation thérapeutique, les ateliers de groupe, tout ce qui est approche pluridisciplinaire, les supervisions de thérapeutes et donc l'élaboration des protocoles. Et je vais vous proposer de commenter, de mon expérience de télésoin par 3 cas cliniques. Donc, j'ai le cas de Antoine, qui est une personne âgée de 35 ans, qui est directeur commercial. Ce monsieur consulte pour des problèmes de communication dans le couple. L'accompagnement s'est fait sur 3 séances individuelles et 4 séances en couple pour un suivi de 4 mois. Les résultats obtenus ont été la réduction d'un trouble anxieux pour ce monsieur, la libération de la parole pour son épouse qui est victime d'harcèlement au travail et une conclusion d'une communication apaisée pour le couple. La souplesse donc et l'adaptabilité que permet le télésoin leur a permis de bénéficier d'un suivi régulier et qui incluait aussi le couple, malgré les déplacements de monsieur. Et sans le télésoin, ce type de pratique n'aurait pas pu se faire. Voilà. Ensuite, je vais présenter le cas de Anne-Sophie, qui a 56 ans, qui est en mi-temps thérapeutique, qui est atteinte de fibromyalgie et qui a de grandes difficultés à se déplacer. Elle a des grandes crises de douleur et des problèmes au niveau de ses membres inférieurs. Elle a des états d'angoisse vraiment difficiles et elle peut des fois pas du tout sortir de chez elle. Son motif de consultation, c'était les douleurs chroniques et tout ce qui est autour de la régulation des émotions. Elle a eu un accompagnement de 2 séances individuelles et de 8 séances de travail de groupe, en groupe fermé de 8 participants sur la thématique de la fibromyalgie. C'est des groupes qui sont orientés sur la psychoéducation et sur l'autonomie du patient. Ce suivi a duré 5 mois. Dans les résultats, il y a la mise en place d'un carnet de route avec du renforcement positif, des acquisitions d'outils de régulation des émotions pour son autonomie au quotidien, avec une orientation plus méditation de pleine conscience et une remise en mouvement avec de l'activité physique adaptée. Voilà. Et ensuite, on a le cas de Jérémy. Donc, Jérémy, c'est un patient qui est adressé par son médecin addictologue. Il est il souffre de polyaddiction. Il vit de façon isolée en campagne. Il a plus de permis. Il est quand même dans une grande précarité, ce monsieur. De là, il n'arrive pas à sortir de chez lui. Sa mère lui fait les courses 2 fois par semaine. Et son motif de consultation, sur vraiment prescription et un petit peu forcing de son addictologue, on va être honnête, c'est polyaddiction et phobie sociale. L'accompagnement, ça a été donc 1 séance par semaine pendant 3 mois. Ensuite, on a eu 2 à 3 séances pour la suite de l'accompagnement. Et au bout de ces 8 mois d'accompagnement, ce monsieur envisage de pouvoir se dire qu'il participera à un groupe de psychoéducation sur les addictions en groupe. Voilà, les résultats obtenus, c'est la libération de la parole, la mise en place d'outils de régulation émotionnelle et de psychoéducation. Il peut maintenant recevoir au moins une personne chez lui, un ami proche.
parce qu'en fait, il ne recevait absolument personne et sa mère lui déposait les courses devant la porte. C'est-à-dire, il voulait pas de contact. C'était compliqué. La réduction de ses consommations et l'arrêt des achats compulsifs, ce qui était une grande victoire pour lui. Voilà, et puis aussi pour l'assistante sociale qui l'accompagne. Le télésoin lui a permis donc d'accepter d'être accompagné. Et lui, il m'explique en fait que ce que le télésoin lui a permis, c'est vraiment de s'exprimer parce qu'en fait, il ne se serait jamais exprimé autant sur ses problématiques s'il n'avait pas été chez lui et derrière son écran, parce qu'il se sentait protégé derrière son écran. Donc ça, c'est un point quand même important par rapport au télésoin et pour les personnes en tout cas les professionnels qui y sont réticents. Il y a vraiment des personnes pour qui c'est un vrai plus, quoi. Voilà. Ensuite, moi, dans les points donc positifs et négatifs, donc dans les points négatifs, je dirais que bien sûr, on a vu avec Audrey Collin, il y a des soucis de connexion qui arrivent. Ensuite, la perception assez incomplète du patient, parce que on perd certaines choses en termes physiques, en termes de mouvement qu'on a en présentiel, qu'on va pas avoir derrière l'écran de façon aussi significative. On a la contrainte du cadre RGPD, qui est pas toujours facile dans l'utilisation du quotidien. Et puis, le fait que les patients doivent être familiarisés avec les outils digitaux. Voilà. Et dans les plus, la liste est quand même bien plus longue. Donc, il y a la libération de la parole, comme je l'ai évoqué dans les cas cliniques précédents, avec la distanciation par interposée. Le gain de temps et d'argent. Voilà, avec parce qu'on n'a pas donc on évite les déplacements. On a aussi un gain au niveau de l'écologie. On a un gain de fatigue pour son écologie personnelle, mais aussi l'écologie de la planète. Et on a une meilleure observance de suivi des patients et une plus grande implication. Voilà. Et ensuite, pour terminer, je dirais que moi, les projets que j'entreprends aujourd'hui, c'est l'accompagnement pluridisciplinaire pour les armées, donc sur tout le territoire, dans les DOM et dans les TOM. Et ça, c'est un grand objectif et le télésoin est très utile pour ça. On peut faire des choses qui n'étaient pas imaginables il y a encore quelques années en arrière. Concernant les groupes à thématique sur l'axe psychoéducation, je développe les groupes sur les fibromyalgies, les douleurs digestives, les migraines, endométriose et post-cancérologie sur un format de 8 ateliers. Voilà. Et ensuite, je m'intéresse aussi à continuer de développer tout ce qui est autour de la psychoéducation, des groupes addiction et trauma. Voilà. Donc pour moi, le télésoin, c'est un champ des possibles extraordinaire. Et vraiment, j'incite les professionnels à s'y pencher parce que c'est vraiment un outil très intéressant. Voilà, merci de m'avoir écouté. Très bien. Très bien. Des questions? Moi, j'ai 3 questions. Oui. Alors, vous dites que le cadre RGPD n'est pas trop facile. Est-ce que vous pouvez développer? C'est-à-dire que moi, je suis pas une institution, donc pour tenir mon registre des traitements des données, je vais être sur des choses qui vont être de l'ordre du milieu militaire, mais aussi de patients de ville. On va dire que je suis dans des choses assez diverses et variées, et pour moi, ça me mobilise du temps. Voilà, pas mal de temps pour tenir mon registre de traitement des données. À jour. D'accord. Alors, j'ai une deuxième question. Le temps que dure votre télésoin, est-ce que c'est un élément important? Est-ce que c'est quelque chose de limitant? Non, j'ai pas du tout de limite et je dirais que j'ai plus de flexibilité parce que il y a des patients qui peuvent faire des séances très courtes. Mais des fois, j'ai pas donné ces cas-là, mais des fois, j'ai des personnes qui ne peuvent
être bien que sur 20 à 30 minutes, mais du coup, on va faire la consultation en 2 fois dans la même semaine. Ouais. Voilà, donc ça permet des choses qui ne seraient pas possibles s'il fallait se déplacer au cabinet. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et alors, vous dites aussi meilleure observance. Vous l'expliquez comment, cette meilleure observance? Est-ce que c'est comme pour les psychiatres qui trouvent que leurs patients parlent mieux parce qu'ils ne sont pas en face d'eux, ou est-ce que c'est un autre facteur? Alors, il y a le facteur de libération de la parole, en effet, mais je pense que le fait de pouvoir faciliter dans l'emploi du temps la consultation permet vraiment une meilleure observance du suivi thérapeutique. D'accord. Et enfin, vous parlez de psychoéducation. Quel est le lien? Qu'on pourrait faire un lien entre éducation thérapeutique et ce que vous faites? Moi je dis j'emploie le mot psychoéducation, mais on est sur un modèle d'éducation thérapeutique. J'inclus dans des équipes pluridisciplinaires, on va dire plus ou moins. Au niveau militaire, bien sûr, il y a l'équipe pluridisciplinaire, mais même au niveau des interventions au niveau de la ville, il y a toujours une interaction, soit avec la maison de santé et le médecin qui adresse, ou d'autres soignants. Je pense par exemple à des sages-femmes, rhumatologues, diététiciennes, kinés. Donc ça permet quand même une meilleure circulation de l'information pour le bien du patient, pour vraiment une meilleure prise en charge. Et quand votre télésoin est terminé, vous communiquez un compte-rendu à l'adresseur, au médecin généraliste ou au patient? Oui, alors ça c'est on va dire en fonction de la pratique de chacun. Il y a des personnes qui préfèrent un appel téléphonique, voilà, des personnes qui préfèrent un compte rendu. Donc en général, c'est quelque chose sur lesquels je me mets d'accord avec le prescripteur. Ok, d'accord. Est-ce que vous êtes tenté par des solutions d'enregistrement de vos conversations avec les patients, type copilote? Bah écoutez, je sais pas, pourquoi pas. D'accord. Bon, Pourquoi on pas verra s'il ça faut que les sur... patients acceptent. Oui, bien sûr. C'est encore Et ça, autre chose, et souvent dans la thérapie, selon les profils, c'est un peu plus compliqué. c'est en plus de la recherche pour l'instant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, ben, on vous remercie, c'était très intéressant. Est-ce Merci qu'il y a beaucoup. d'autres questions? Est-ce que, Audrey, vous aviez des remarques? Vous êtes connectée? Vous aviez des choses à nous dire encore quand vous avez été coupé? Ou est-ce qu'on peut passer à Arnaud? Bon, elle est toujours loin, Audrey. Alors, on passe à Arnaud. Très bien. Ben bon. Bonjour, merci pour votre accueil. Arnaud Barbier, je suis masseur kinésithérapeute à Montpellier. Je viens ici vous parler sur ce retour d'expérience finalement du télésoin avec lequel j'utilise Téléo, qui est quand même aussi, pour le rappeler, l'outil du grade qui permet d'avoir ce suivi en termes de télésanté. Je voulais justement en profiter pour présenter un petit peu comment c'était passé. Donc, l'idée de base, c'était déjà d'initier. Donc, c'est pour encourager les gens, bien sûr, à se diriger vers le télésoin. Donc, ce contact avec Téléo qui a été assez facile sur une prise de rendez-vous, retour des informations qui avaient été demandées afin de permettre justement l'utilisation par la suite du module de télésoin. Ensuite, il y a une inscription qui s'est formalisée sur la plateforme et dans la foulée, ça m'a permis de faire un test d'usage pour me rendre compte finalement de la facilité. Et ça, c'est important puisqu'on se rend compte auprès des professionnels de santé qu'il y a beaucoup de réticence à aller vers l'outil numérique, notamment dans le cadre du télésoin, parce que on ne maîtrise pas l'outil,
ou parce qu'il serait éventuellement complexe, ce qui n'est pas le cas ici. L'usage est assez facile et je pense que ce soit cet outil ou un autre, ce qui est important déjà, c'est d'avoir quelque chose avec lequel on se sent à l'aise et que l'on arrive réellement à maîtriser tout au long de l'étape, que ce soit de l'inscription jusqu'à l'usage. Et j'ai écouté les retours d'expérience que vous avez pu avoir aussi précédemment, là. La possibilité de transmettre les informations, la nécessité de traçabilité aussi. Donc, en utilisation par la suite, donc dans le cadre notamment j'ai des consultations de préopératoires et post-opératoires avec des patients dans le cadre de prise en charge en chirurgie orthopédique. Et donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez simple. La prise de rendez-vous, du coup, se fait en physique. Pour rappel, nous, dans le cadre, bien sûr, de la prise en charge conventionnelle, il nous est nécessaire de rencontrer le patient au moins une fois de manière physique. Donc, là, ça permet de remplir déjà cette obligation et de caler le ou les rendez-vous suivants. Pour des patients qui peuvent être géographiquement éloignés, tout comme simplement à proximité, mais qui sont dans le cadre d'une prise en charge ambulatoire et qui donc ne pourraient pas se déplacer. L'avantage, donc, c'est que cette prise de rendez-vous se fait très facilement sur le logiciel. Ensuite, c'est la possibilité d'avoir cette consultation de l'agenda hors les murs, c'est-à-dire que la solution, elle est en ligne et ça permet donc de pouvoir retrouver toutes ces informations, les inscrire à nos propres agendas. Un rappel aux patients, ça c'est essentiel aussi. On voit que à l'heure actuelle, les utilisateurs de solutions de prise de rendez-vous en ligne le savent. On va avoir une diminution de l'absentéisme ou de l'annulation des rendez-vous grâce au rappel. Donc, le rappel au patient du rendez-vous qui reçoit aussi le lien de connexion plusieurs fois, ce qui va permettre d'assurer la présence et donc la bonne application du soin. Et donc, on retrouve finalement une certaine agilité dans l'utilisation au quotidien, puisque on va pouvoir avoir cet usage soit sur le téléphone mobile, et ça, c'est très important, puisque nous aussi, parfois, on peut se retrouver être déplacé en urgence et pouvoir tout simplement quand même faire la téléconsultation, même si nous ne sommes pas dans les murs du cabinet. Je vous laisse passer. Donc, en premier lieu, ce qui est intéressant, c'est de rappeler le respect des recommandations de l'HAS sur le bon usage de la téléconsultation et du télésoin. Donc, dans une situation au calme, avec une connexion adaptée, avec la possibilité de respecter le secret médical, avec finalement un environnement numérique aussi qui soit sécurisé. Donc tout ça est respecté dans l'usage, en tout cas que j'ai pu en avoir avec Téléo. Donc après, tout simplement se mettre dans les meilleures conditions possibles pour réaliser un télésoin de qualité, puisque le ressenti du patient est aussi important pour qu'il y ait une adhésion et du professionnel de santé et du patient. L'avantage, c'est que on peut pouvoir utiliser tout type de rééducation normalement. Donc, encore une fois, en termes conventionnels, nous avons l'opportunité d'appliquer la totalité finalement de notre champ de compétences en télésoins. Et donc là, on va pouvoir faire éventuellement un suivi, un retour qui permet aussi une certaine réassurance du patient. Des moments où finalement on était un peu plus éloigné, où les patients ne seraient pas venus au cabinet, où ils ne trouvent pas de solution en domicile, en ambulatoire, on va pouvoir répondre justement à cette demande. Et ça, c'est important de combler ce vide parfois, qui va permettre parfois de gagner pas mal de temps sur certaines rééducations en restant présent. Alors là, j'ai marqué vidéo et son fluide. En effet, ça c'est important, que vous disiez notamment dans le cadre des recommandations. Mais aussi, ça, c'est important aussi que l'application puisse le faire. Moi, j'ai rencontré aucun souci. J'ai pu le faire, que ce soit de mon ordinateur ou de mon téléphone. Les patients, et vous l'aviez, un de mes prédécesseurs là, qui est passé, qui parlait justement de la qualité, mais aussi des capacités numériques des patients. Ça, c'est important qu'ils puissent aussi, eux, être adaptés à l'usage. Donc ça, c'est bien de le vérifier avec eux lors du premier rendez-vous et donc de permettre de réaliser finalement tout type de rééducation. Pour ma part, j'ai eu un retour plus que positif de tous les patients que j'ai pu avoir, parfois sur de la transition, justement, cabinet de télésoins puis recabinet, et globalement la perception est plus que très bonne. L'avantage, c'est donc on peut le réaliser en tout lieu et tout temps.
Et ça, ça aussi, ça offre une certaine agilité pour nos emplois du temps, pour répondre aux attentes aussi des patients. Après, il y a une nécessité d'adaptation de nos pratiques, hein, puisque derrière, on va devoir adapter les supports et le contenu de la séance. Donc, tout simplement pouvoir transmettre certains supports dans le cadre de l'ETP, les traduire avec eux, éventuellement de l'écrit, de la vidéo pour les accompagner, éventuellement montrer, regarder ce que fait la personne. Ça va permettre un accompagnement tout au long de la séance. On va adapter finalement le contenu parfois en termes de durée, puisque on va avoir un travail qui va être parfois, nous en tout cas dans le cadre des kinés, qui va être tout à fait, on va exclure le côté manuel, hein, donc qui même s'il nous est propre et qui nous est cher dans notre profession et dans notre pratique quotidienne, il faut savoir aussi là qu'on va devoir adapter ça aux patients, mais on se rend compte que si on a le discours qui est cohérent et qui arrive à combler ce petit manque, on va réussir à avoir des séances qui sont efficientes et qui vont permettre réellement d'optimiser les prises en charge. Donc, je reprendrai pas tous les avantages qui ont pu être donnés précédemment, mais je les appuie. Je suis tout à fait d'accord. Il y a énormément d'avantages. C'est une transformation. Ça demande une certaine adaptation. Et finalement, une fois qu'on s'est équipé avec le bon outil, qu'on arrive à transmettre ça de manière assez efficace à nos patients, on arrive finalement à avoir un usage qui est plus que, j'allais dire correct, mais plus qu'efficace, et on peut avoir d'aussi bonnes séances finalement en télésoins que ce qu'on pourrait avoir en cabinet. Voilà ce que je voulais vous donner comme information. Je ne sais pas si vous avez des questions. Y a-t-il des questions? Moi, j'ai eu une question, mais vous avez partiellement répondu. Mais c'est vrai que sans machine et sans contact, est-ce qu'il n'y a pas des limites à ce télésoin qui est basé, je suppose, sur des prescriptions de mouvements et en poste, je sais pas, prothèse par exemple? Est-ce que vous sélectionnez vos patients en fonction du geste opératoire qui a été fait? Ben, pas forcément. À l'heure actuelle, j'ai l'impression que, la sensation que j'ai, c'est que je sélectionne plus par rapport à la capacité à la personne à réagir au numérique. C'est plus l'élément freinant que le contenu, parce que finalement, je vous parlais de post-opératoire quasi immédiat, on est sur du RAC, hein. Donc l'idée, c'est que ce sont des patients qui ont besoin d'énormément de discours, de prise en charge, de régulation. Ça permet aussi toutes les personnes du télésoin d'être centrales autour du patient et de pouvoir remonter les informations éventuellement au prescripteur, donc à la personne qui a réalisé le geste. On va être beaucoup plus présent et on va réussir à appliquer soit des protocoles sur des vidéos préenregistrées. On va reprendre finalement ce qu'on avait pu expliquer en préopératoire aux patients. Et donc, on arrive à faire des mobilisations qui vont être en auto-passif, on va dire, et éventuellement après travailler au poids du corps. Donc, sur ces périodes-là où la personne ne va pas pouvoir se déplacer en cabinet, on arrive à répondre. C'est pas limitant. Voilà. Est-ce qu'il vous arrive d'utiliser les dents pour certaines mobilisations articulaires? Alors non, parce que là où on doit faire très attention, et justement sur orthopédie, et vous me parliez de l'exemple de la prothèse, c'est que, et je vais prendre l'exemple de la prothèse de hanche et des éléments luxants, des mouvements luxants, le ressenti quand même manuel là est très important dans le cadre de la mobilité, et de toute façon on va toujours préconiser la mobilisation active aidée. Donc moi je préfère finalement peut-être qu'il y a un encadrant accepté et qui va pouvoir suppléer, sécuriser les mouvements plutôt que quelqu'un qui va réellement être un délégué de la tâche. Voilà. D'accord. Y a-t-il encore des remarques ou des questions? Non. Je vois que merci beaucoup. Hein. Je me permets juste justement, je fais un retour. Je vois qu'Audrey a rajouté quelque chose. Elle disait qu'elle a créé dans le chat, elle a créé un tarif pour le télésoin en fonction du temps de la séance. Pour rappel, nous les kinésithérapeutes peuvent faire toute séance dans le cadre du télésoin en remplaçant la lettre clé telle qu'elle est définie dans l'ANGAP par la lettre clé TMK.
et donc appliquer la cotation. Donc on a le champ de compétences totalement ouvert de la kinésithérapie et facturable dans le cadre de la nomenclature générale des actes professionnels et remboursable donc aux patients. Voilà. Et ça, il y a quand même 17 ou 18 professions de santé qui sont concernées par le télésoin. Est-ce que c'est généralisé ou est-ce que c'est spécifique? Alors, je maîtrise très bien ma convention et je vous avoue que sur les autres, je ne m'y engagerai pas. Peut-être David pourra répondre. Ou Nancy, vous avez une idée? Votre micro est toujours coupé. Non, j'ai pas d'idée comme ça à pouvoir vous donner. D'accord. Donc, on en restera là et on va donner la parole à Caroline, alors, qui est diététicienne, notre aspect, Tout à fait, bonjour. notre profession. Bonjour. Caroline Pesson, donc oui, je suis diététicienne nutritionniste et je pratique, pas très souvent, mais je pratique le télésoin quand c'est nécessaire. Donc, j'exerce en maison de santé pluriprofessionnelle, donc en exercice coordonné. Le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc j'ai une expérience assez importante en milieu hospitalier, donc en équipe pluriprofessionnelle. Je ne me voyais pas travailler autrement. Donc, mes bilans se font généralement par notre logiciel commun, donc au médecin traitant, ou alors je le remets au patient qui ensuite est prié, s'il le souhaite, de le remettre à son médecin traitant. Donc, pourquoi en maison de santé pluriprofessionnelle? Alors, vous l'avez compris que en équipe pluripro, il y a une meilleure efficacité parce que une motivation qui est aussi liée à l'orientation du médecin traitant. Et puis des échanges pluripro avec le kiné, avec la psychologue également, qui est très très utile dans le cadre de la consultation diététique. Ça nous permet aussi de faire de l'éducation thérapeutique, donc d'accueillir et de donner des conseils à des groupes de patients sur une pathologie. Ça peut se faire aussi ça en visio, hein, je le propose. Et puis, ça permet aussi d'avoir un acte qui soit conventionné par des actions qui peuvent être des actions de prévention ou des prises en charge, comme je vous ai indiqué, Mission Retrouve ton Cap, qui sont mis en place par la CEPAM et qui permettent un remboursement des consultations pour les enfants de 3 à 12 ans qui ont un risque de surpoids ou d'obésité. Donc, effectivement, moi, j'ai 80%, même peut-être un peu plus, de demandes de perte de poids. J'ai aussi des intestins irritables, beaucoup de diabète en orientation interne de la MSP et puis des troubles du comportement alimentaire, de façon quand même moins fréquente. Donc, le patient a besoin, pour entretenir sa motivation et puis aussi nous permettre d'adapter l'alimentation qui est conseillée. Donc, il a besoin d'une prise d'une pesée, mais aussi d'un bilan d'impédance-métrie. Donc, vous voyez la machine que j'utilise, avec des capteurs aussi au niveau des mains, de manière à avoir le niveau de graisse viscérale, celle qui nous intéresse le plus dans le cadre des maladies métaboliques que j'ai en majorité. Ça permet aussi de détecter des excès d'eau péritonéale qui donnent lieu à une demande de conseil du médecin traitant pour éventuellement avoir une échographie hépatique. Donc, ça entretient et ça assoit la motivation du patient d'avoir ces résultats. Ça les encourage aussi à avoir une activité physique. Donc, du coup, la question, en télésoin, comment faire sans impédance mètre? Alors,
il y a une solution qui fait partie des recommandations de la HAS. Slide suivant. Voilà. C'est la mesure du tour de taille donc que j'utilise et notamment chez les enfants systématiquement en plus au cabinet puisqu'il fait partie des outils diagnostiques. Alors, par rapport à l'utilisation de logiciels, je n'ai pas choisi Téléo, même si en tant que coordinatrice de MSP, puisque je fais aussi beaucoup de coordination de MSP, nous utilisons Téléo et les outils de grade en général. J'utilise Ma Diète en ligne, qui est spécifiquement réservé aux diététiciens, donc il faut donner son numéro RPPS, hein, et qui est un peu un outil complet, package qui est clé en main, qui est gratuit. Donc après, on peut participer à hauteur de ce qu'on estime juste par rapport à son chiffre d'affaires aussi. Donc il y a un agenda, des rappels de rendez-vous et un module visio. Donc on respecte le RGPD, les recos HAS. Et ça permet aussi d'avoir une facturation pour les consultations hors cadre de Mission Retrouve ton cap, par exemple, ou des autres actions de la CEPAM ou de la MSA, puisque là, c'est des bordereaux spécifiques, donc je ne fais pas payer les patients. Slide suivante. Donc le cas de Franck, 12 ans, qui dans le cadre de Mission Retrouve ton cap a été orienté par son médecin traitant. Et donc il habite effectivement à 120 km de mon cabinet. Donc il est venu une fois avec sa mère, ce qui a permis une bonne alliance thérapeutique. Je pense qu'on l'aurait peut-être pas eu si le bilan nutritionnel n'avait pas été en télésoin. Avait pas été en présentiel, pardon. Et ensuite, on a continué en télésoin, donc avec la mesure de la taille, du poids et du tour de taille. Donc, c'est un patient donc, qui rentre dans le cadre de la mission Retrouve ton cap puisqu'il a un rebond précoce d'adiposité. Et puis, il a une belle motivation à 12 ans. C'est souvent un âge charnière pour ça, puisque il souffre de son image corporelle et souhaite vraiment perdre du poids. Par rapport à son IMC, il y a indication de perte. Ça m'a permis aussi d'avoir facilement accès aux 2 parents, parce que évidemment, dans le cadre d'une prise en charge infantile autour de l'alimentation, tout le monde est concerné à la maison. Et le papa est souvent absent au cabinet. Là, c'était plus facile de l'avoir. Voilà, donc on continue ce télésoin et on a des résultats avec un équilibre alimentaire et une activité physique régulière. On fait toujours le point sur ces 2 points. Donc, il me montre son carnet de route. La visio permet ça aussi. Et voilà, ça a été très efficace. Je vous remercie de votre attention et puis de vos questions. Alors, y a-t-il des questions? Vous avez relevé les échanges très utiles avec la famille. Ça, c'est effectivement, c'est un élément qu'on retrouve dans la téléconsultation ou dans le télésoin. C'est la visio en direct avec le lieu de vie et l'entourage. Donc ça, c'est un point qui est quand même extrêmement intéressant, extrêmement important. Donc, est-ce que vous diriez que... alors, vous dites que vous n'en faites pas beaucoup. Est-ce que c'est parce que vous avez des difficultés de calendrier ou est-ce que c'est par choix? C'est la demande des patients qui est de venir au cabinet. Je ne le propose pas systématiquement. Peut-être que j'en aurai plus. Je le propose surtout au moment des vacances parce que la prise en charge notamment des TCA nécessite de pouvoir accéder rapidement à une consultation. Donc,
c'est plus facile pour moi d'ouvrir un créneau en visio qu'à mon cabinet. Et ça permet aux patients de se sentir bien suivis. Très bien. Et alors, donc, vous agissez dans le cadre de la MSP, mais vous ne sortez pas de ce cadre-là, ou est-ce que, comme Nancy, vous allez en Guadeloupe ou ailleurs? Mes consultations sont ouvertes en téléconsultation à toute personne en France, par Internet en fait. Donc, je peux avoir des patients c'est arrivé, qui me demandent même du Luxembourg, voilà, parce qu'ils ont entendu parler d'un autre de mes patients qui les a orientés. Mais c'est vrai que le cadre de la maison de santé permet une orientation ciblée par rapport au médecin traitant. Et ça, c'est vrai que j'apprécie beaucoup. Après, je suis pas du tout fermée à envoyer un bilan et à prendre en charge quelqu'un qui est plus loin. Très intéressant. Y a-t-il des questions? Alors, je vois qu'il y a des questions. Attendez, je vais essayer de voir. Comment se passe la facturation des séances? Demande Stéphanie. Eh bien, ma diète en ligne permet ça aussi, hein, la facturation avec l'envoi par email des séances. Donc, si le patient n'est pas dans le cadre d'un financement CEPAM, eh bien, je lui envoie une facture et il paie directement sur le site Ma Diète en ligne. On peut choisir si c'est avant la consultation ou après. Très bien. Bon, écoutez, je pense qu'on est dans les temps parfaitement. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que je vais redonner la parole à Pauline pour fermer cette session. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va clôturer. Dans le chat, vous avez à disposition un questionnaire pour que vous puissiez donner votre avis sur cette édition cette 4e édition de la communauté et également nous proposer des thèmes pour des prochaines communautés. Merci à tous pour votre participation. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.